à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, l'émission sur Bismart dédiée à la gestion de vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition, nous commencerons avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique dédié comme tous les mercredis aux crypto-monnaies. Nous recevrons pour l'occasion Émilie Raffo, la cofondatrice et directrice commerciale de Chain Security. Émilie Raffo qui a d'ailleurs publié récemment un livre de décryptage des enjeux du développement des crypto-monnaies. Nous évoquerons avec elle donc les enjeux de la finance décentralisée, notamment du fait que la monnaie soit régulée ou non par les banques centrales. Et puis dans Enjeux patrimoine, nous nous pencherons sur l'épargne salariale des Français, une épargne que le gouvernement souhaite démocratiser. Nous ferons le point avec deux ambassadeurs à l'intéressement et à la participation, à savoir Thibault Langsade, président directeur général de Jouve, et François Perret, directeur général de Pacte PME. Et puis dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, nous continuerons avec Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, avec donc des interviews de deux professionnels du secteur de la gestion de patrimoine, avant de conclure avec une chronique qui concernera les nouvelles habitudes de consommation avec le digital qui touche même les placements financiers. Smart Patrimoine, c'est parti. Et on commence donc comme d'habitude avec patrimoine thématique et comme tous les mercredis avec un patrimoine thématique consacré au monde des crypto-monnaies ou des crypto-actifs. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Émilie Raffo. Bonjour. Bonjour. Alors je le disais, vous êtes cofondatrice et directrice commerciale de Chain Security, dont l'activité est de sécuriser des blockchains. On pourra dire un mot de ces enjeux-là dans la discussion. Mais vous avez également écrit un livre qui s'appelle Le futur des espèces, qu'on voit ici et qu'on va voir apparaître à l'écran. On va parler du livre, juste avant peut-être rapidement, le rôle de Chain Security dans ce monde de la finance décentralisée, pour comprendre votre rôle à vous dans ce monde-là qui vous a poussé à écrire ce livre. Donc Chain Security, ce qu'on fait, c'est que, comme vous dites, on sécurise des blockchains, mais on sécurise des nouvelles applications de finance décentralisée. Donc typiquement, je présume que vous avez souvent entendu « Ah, la blockchain, c'est super sécure, c'est inviolable ». C'est inviolable, exactement, oui, parce qu'on n'a même plus besoin justement de banque centrale pour certifier les interactions normalement. Voilà, mais le tout, c'est qu'elle est aussi sécure que le code qui la compose, en fait. Et c'est ça que Chain Security va faire. Donc nos ingénieurs vont étudier ce code, analyser ce code, et d'une part, regarder si c'est sécure, mais aussi regarder si ça répond vraiment aux promesses qui ont été faites. Parce qu'il y a très peu de gens qui sont capables de lire ce code et de le comprendre. Par exemple, Bitcoin. Voilà, je présume que vous avez déjà entendu, il y a 21 millions de Bitcoins au maximum, etc. Mais au final, comment est-ce que vous le savez? Comment est-ce que vous pouvez être sûr de ça, à part le fait qu'on vous l'ait dit? Et donc, typiquement, nous ce qu'on va faire, c'est de regarder ce genre de code et dire, OK, c'est effectivement donc vous allez vérifier en fait si les blockchains sont bien codés, parce que c'est vrai qu'il y a le terme blockchain, on se dit, bon, bah, c'est la blockchain, c'est la technologie blockchain, donc c'est safe, entre guillemets, mais ça dépend de chaque code de chaque blockchain, c'est ce que vous nous dites. Exactement, c'est ça. Et puis donc nous, on va regarder donc, des nouvelles blockchains, on va aussi regarder des nouvelles applications de finance décentralisées, comme on dit. Et donc ça se construit beaucoup sur la blockchain Ethereum. Et là, on va utiliser des smart contracts, ce qu'on appelle. Oui. Donc un smart contract, c'est cette possibilité d'avoir... Donc comme vous avez sur la blockchain, on va certifier quelque chose dans le passé, de dire, ah ben voilà, on a la blockchain Bitcoin, et on peut savoir qui a combien de Bitcoins. D'accord. Okay. Donc ça, on certifie le passé, en gros. Et avec le smart contract, on peut un peu certifier le futur. C'est qu'on peut inscrire sur une blockchain, comme par exemple Ethereum, que quand la condition X ou Y va être atteinte dans la semaine prochaine, par exemple, alors on va envoyer X unités de crypto-monnaie à telle personne. D'accord. Donc en fait, on encadre des engagements futurs, par exemple des contrats commerciaux futurs entre deux personnes. C'est exactement ça. Voilà. Et donc du coup, ce smart contract, ça peut permettre de créer des applications, par exemple, de dire si vous placez X unités de crypto-monnaie, vous allez toucher un taux d'intérêt journalier, mensuel, annuel. Et donc ça... donc comme un fonctionnement sur un livret, par exemple. Exactement. D'accord. Okay. Voilà, et ça passe par des smart contracts. Exactement. Donc d'où le nom finance décentralisée. Parce que alors, justement, cette finance décentralisée, c'est quoi sa promesse aujourd'hui? Parce qu'on comprend la technologie, on comprend un petit peu qu'on peut investir en crypto-monnaie, qu'il existe des crypto-actifs, qu'il y a une technologie derrière qui s'appelle la blockchain, que tout ça n'a pas besoin d'être régulé par des acteurs indépendants comme des banques centrales ou au contraire dépendants d'un État. Mais quelle est la promesse de cette finance décentralisée alors? Je pense qu'il y en a plusieurs. Bon, il y a d'abord cette désintermédiation, donc le fait de ne plus avoir cet intermédiaire bancaire. Donc on remplace le contrat qu'on avait avec le banquier par un smart contract, donc qui se fait sans intermédiaire humain.
Je pense qu'il y a aussi ce côté d'ouverture, d'inclusion financière. Parce que la finance décentralisée, n'importe qui peut y accéder. C'est pas forcément lié à votre identité. D'accord. Typiquement, si vous regardez les grandes applications, il vous suffit d'avoir une adresse et des crypto-monnaies, et puis vous pouvez interagir avec cet écosystème. Donc on n'a pas d'intermédiaire qui fixe ces conditions, en fait. Ce que vous nous dites, c'est que tout le monde peut aller directement, tout le monde peut faire de la finance décentralisée. Exactement. Et tout le monde peut faire de la finance décentralisée, non seulement du point de vue de l'utilisateur, donc tout le monde peut faire des placements, souscrire à des produits d'assurance, etc. Mais aussi, tout le monde peut s'y mettre du côté plutôt du fournisseur du service, on va dire. Donc n'importe qui peut décider, tiens, je vais essayer de coder mon propre smart contract. D'accord. Après, encore faut-il le sécuriser, mais bon, ça c'est un autre sujet. Voilà, ça vous nous appelez. Et puis alors, ce qui est vraiment top, c'est ce qu'on appelle la composabilité. Donc on dit que la finance décentralisée, c'est des Legos financiers. Donc en fait, vous allez avoir donc d'abord la blockchain Ethereum, où il y a un petit peu tout, c'est là que tout part, c'est l'infrastructure de base. Et puis ensuite, vous allez avoir, par exemple, une application de finance décentralisée qui vous permet de faire des prêts. Okay. D'accord. Et puis peut-être que après vous dites mais ce serait pas mal d'avoir un produit en plus qui permet par exemple de prendre le jeton qu'on a eu en faisant un prêt et de le mettre ailleurs par exemple. Okay. Ou bien donc de l'investir ailleurs ou de le revendre à quelqu'un. Ou bien de faire un effet de levier, etc. Et donc en fait vous pouvez vous-même vous créer votre application de finance décentralisée qui vient se poser comme un petit Lego en fait sur une autre application. Et en fait c'est ça, il y a cette ouverture parce que le code informatique est visible de tous. Donc il suffit de vous brancher dessus et donc en fait maintenant on a un écosystème qui est de plus en plus complet avec plein de produits différents mais qui sont proposés par des acteurs différents. Donc il n'y a pas cette centralisation et cet effet black box où on ne sait pas exactement ce qui se passe à l'intérieur, d'accord, et où du coup là on peut vraiment être acteur donc du coup de cette finance décentralisée. Vous parlez pas de Bitcoin, vous parlez de finance décentralisée. Ça veut dire que quand je fais un prêt par exemple via la finance décentralisée, je peux le faire dans une crypto-monnaie et idéalement, je pourrais le faire aussi dans des monnaies existantes ou... Oui, tout à fait. Alors, le truc, c'est que Bitcoin, en fait, il a une blockchain différente d'Ethereum. D'accord. Et ce qu'on fait... Ethereum, qui est aussi une monnaie, pour le coup. C'est une technologie et une monnaie. Oui, c'est ça. Donc, la plus grande crypto-monnaie, c'est Bitcoin. Et puis, la deuxième, c'est Ether. Ether qui repose sur la blockchain Ethereum. D'accord, oui. Et donc, ce qui est vraiment chouette avec Ethereum, c'est qu'on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut dessus. Hein. On peut créer plein de choses. Et typiquement, ce qui a été fait... Ce qu'on ne peut pas faire sur Bitcoin, du coup, justement, on le fait, ce que vous nous dites, c'est on le fait sur la blockchain Ethereum. Exactement. D'accord, ok. Alors, la blockchain Bitcoin est très... et les amateurs les partisans de Bitcoin vous diront souvent que c'est ça qui fait sa force, c'est qu'elle elle fait peu de choses, mais elle les fait bien. Voilà, ça fait depuis 2009 que la blockchain fonctionne. Et vu qu'il n'y a pas énormément de choses qui se passent, selon moi, du coup, il y a moins de risques de hacks, de problèmes, etc. Sur la blockchain Ethereum, il se passe plus de choses. Il y a les smart contracts, il y a plein d'applications qui sont créées, il y a plein de tokens, de jetons différents qui sont créés. Donc, on va dire que la blockchain Ethereum, c'est plus un terrain de jeu pour les développeurs. D'accord, et Bitcoin un peu moins. Et pour développer des applications donc en lien avec la finance décentralisée. Dans votre livre, Le futur des espèces, vous parlez de rentrer dans des communautés financières, de sortir. Donc, du coup, si on sort de cet intermédiaire qui est la banque centrale qui va réguler la monnaie, on n'est plus en fait dans des communautés nationales ou dans des communautés donc supranationales. Mais là, vous parlez de communauté monétaire. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Ça existe déjà aujourd'hui? Oui, moi je le vois un petit peu. Par exemple, si on regarde Bitcoin, pour moi, c'est une communauté monétaire qui est rejointe de façon volontaire. Moi, c'est vraiment de ça que je parle dans le livre, c'est cet aspect où en fait personne n'est forcé à rejoindre ces communautés. Il suffit de dire moi je souscris à ces valeurs et voilà. Et donc typiquement Bitcoin pour moi c'est des valeurs qui sont un petit peu un peu les économistes autrichiens, hein, donc cette espèce de rigueur monétaire, de discipline monétaire plutôt on va dire, avec un étalon qui ressemble un peu à l'étalon or. Hein, si on regarde avec l'émission limitée, le total supply, la quantité maximale. Bien sûr, les 21 millions du Bitcoin, exactement. Les 21 millions, voilà. Donc ça ressemble pas mal à l'or. Et pour moi, cette communauté monétaire, c'est un petit peu, c'est cette discipline monétaire qui les rassemble. Et puis après, on peut avoir d'autres communautés monétaires qui vont être plus autour d'un certain type de gouvernance, par exemple. Et sur Ethereum, on voit beaucoup de communautés monétaires qui se créent. Avec toutes les monnaies, hein, je pense qu'il y a environ 10 000 crypto-actifs différents pour l'instant.
eh ben, tout ça, c'est des communautés monétaires qui ont été rejointes librement par leurs utilisateurs. Et donc vraiment, on va voir à chaque fois qu'il y a certaines valeurs qui sont prônées. Bon, pour l'instant, c'est souvent des valeurs pécuniaires. Mais vraiment, ce dont je parle dans le livre, et effectivement, c'est assez prospectif, mais je pense qu'on pourrait aussi se rassembler autour de valeurs qui sont plus peut-être sociétales. Et alors, est-ce qu'il n'y a que des avantages à avoir une finance décentralisée? Là, par exemple, on a vu, on connaît une crise sanitaire depuis 1 an et demi qui a eu des incidences sur l'économie. Est-ce qu'on n'était pas content quand même d'avoir un intermédiaire à ce moment-là qui pouvait agir sur le soutien économique? Ah, mais ça, c'est vraiment pour moi la grande question, le grand clivage entre les deux. Donc, typiquement, tous ceux qui sont plus Bitcoin ou économistes autrichiens, etc., enfin, je devrais les mettre à ma droite plutôt. Tous ceux qui sont plus Bitcoin, économistes autrichiens, eux, ils estiment qu'en gros, quand il y a une crise, il faut que les conséquences de la crise soient réelles, parce que peut-être qu'il faut justement... Donc on est dans le libéralisme à outrance. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu cette destruction créative, que voilà, s'il y a un problème, il faut que voilà, il y ait cette destruction pour ensuite pouvoir reconstruire et pour en fait assainir l'économie. Et ils vont estimer que ce qu'on fait du côté plus interventionniste, c'est un petit peu mettre l'économie sous perfusion jusqu'à ce que ce soit plus possible. Et en fait, en étant extra accommodant au niveau des politiques monétaires, on finit par affaiblir la monnaie et plus tard, on aura une crise qui sera bien plus grande, mais on la retarde et on l'aggrave en la retardant. Donc ça, c'est un petit peu la vision voilà, qui n'est pas très interventionniste. Mais d'un autre côté, si on regarde le marché des cryptos, effectivement, il n'y a pas du tout cette possibilité d'intervenir. Bien sûr, c'est complètement indépendant. Oui, c'est ça. Et donc, c'est un petit peu compliqué de relancer, par exemple, l'économie. Et si on voit la crise qu'il y a eu en 2017-2018 dans les cryptos, après la bulle des ICO, peut-être que s'il y avait eu justement cette possibilité de relance, peut-être que le secteur aurait mieux fonctionné, peut-être que l'innovation aurait continué, peut-être qu'on aurait diminué la méfiance vis-à-vis des arnaques et vis-à-vis de la volatilité des cryptos. Donc il y a un petit peu des arguments des deux côtés. Bon, et la prochaine étape, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais on en reparlera du coup ensemble, c'est les banques centrales qui créent leur propre monnaie digitale. Merci beaucoup Émilie Raffo d'avoir consacré une dizaine de minutes à nous faire comprendre un petit peu mieux ce que c'est que la finance décentralisée. Je rappelle que vous êtes cofondatrice et directrice commerciale de Chain Security, mais aussi autrice du livre Le futur des espèces. Merci que vous voyez d'ailleurs à l'écran. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et c'est parti à présent pour Enjeu Patrimoine où nous allons décortiquer ensemble l'épargne salariale, intéressement, participation PEE ou PEI, sans parler de PER et de ses déclinaisons PER d'entreprise collective ou d'entreprise obligatoire. Autant de termes qui parlent peut-être à ceux d'entre vous qui travaillent dans de grands groupes, mais peut-être un petit peu moins à ceux qui travaillent dans des petites ou moyennes entreprises. Il y a donc un vrai besoin de pédagogie et on se propose de faire un focus sur l'épargne salariale aujourd'hui afin de vous expliquer concrètement ce à quoi vous avez le droit en tant que particulier et ce que vous pouvez mettre en place lorsque vous êtes une entreprise. Et pour cela, nous avons l'honneur de recevoir 2 des 3 ambassadeurs à l'intéressement et à la participation à qui le ministre de l'économie et des finances et la ministre du travail ont confié la tâche de promouvoir auprès des entreprises et des partenaires sociaux les dispositifs d'intéressement et de participation et d'identifier également de nouvelles sources de simplification et d'amélioration des dispositifs existants. Tout un programme. Bonjour messieurs. Bonjour Thibault Langsade, président directeur général de Jouve et bonjour François Perret, directeur général de Pacte PME. Alors, cette mission dont j'ai donné les grandes lignes en introduction et que vous allez nous rappeler, elle a commencé en 2019. On peut peut-être rappeler quand même rapidement avec vous, Thibault Langsade, les grandes dates. Donc en 2019, cette mission vous est donnée par le ministre de l'économie et des finances et la ministre du travail. Et elle s'est soldée, cette mission, par la remise d'un rapport du coup qui indiquait les pistes d'amélioration pour faire en sorte que cette épargne salariale ne soit plus finalement le privilège des salariés dans les grands groupes, mais concerne tous les salariés de l'économie française, même si, évidemment, on y va par étapes, mais c'est l'idée derrière ? C'est l'idée derrière, c'est surtout l'idée d'amplifier les mesures de la loi Pacte. C'est la raison pour laquelle le ministre de l'économie, la ministre du Travail à l'époque, nomme des ambassadeurs pour porter cette parole auprès de la communauté entrepreneuriale, mais également auprès des partenaires sociaux, pour permettre d'amplifier les mesures de la loi Pacte. Les mesures de la loi Pacte, c'est de supprimer le forfait social attaché
à l'intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés et de supprimer le forfait social pour la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés, plus des mesures de simplification. Le forfait social, on rappelle le forfait rapidement. social était à peu près une contribution de 20% payée par l'entreprise, et donc c'était une charge. Cette charge a été supprimée qui permet, on va dire, de promouvoir plus facilement ces dispositifs et la mise en œuvre de ces dispositifs dans les entreprises. Pour ça, des ambassadeurs ont été nommés. Alors, il est vrai que l'actualité depuis 2019 était compliquée. Bien sûr. Oui. La communication sur la loi Pacte a été très perturbée par la grève des Gilets jaunes, la crise des Gilets jaunes. La grève sur les retraites a aussi focalisé les entreprises sur d'autres sujets. Et puis la crise Covid, avec la violence économique qui est apparue pendant plusieurs mois, confinements et fait maintenant que le sujet de la reprise. sujet du partage de la valeur n'était pas la priorité au moment où on a confiné les entreprises et les collaborateurs. Voilà, donc aujourd'hui, il faut reprendre notre bâton de pèlerin, réexpliquer aux entrepreneurs les bienfaits de l'intéressement, de la participation, réexpliquer aux partenaires sociaux qu'ils peuvent avoir un rôle clé en facilitant, on va dire, la mise en place de ces dispositifs, puisque un accord d'intéressement nécessite un accord dans l'entreprise. Et pour les petites entreprises, ça peut être un peu compliqué. Donc, vous pouvez avoir des accords de branche qui permettent de s'appliquer de façon unilatérale. Mais pour avoir un accord de branche, il faut que les syndicats et le patronat de cette branche professionnelle négocient. Et c'est une des raisons pour laquelle nous avons été nommés pour inciter les partenaires sociaux à négocier et à faciliter la mise en place de ces dispositifs. Alors, si je simplifie, et vous me direz si je caricature, on enlève en fait une charge auprès des entreprises ou en tout cas un impôt que les entreprises devaient payer, ce qui permet une meilleure redistribution sous forme de primes, donc d'intéressement de participation. Et François Perret nous expliquer dans un instant exactement ce que ça veut dire pour une entreprise et pour un salarié. De redistribuer ça du coup à des salariés, charge à eux après de voir s'ils en font de l'épargne salariale ou s'ils touchent directement leurs primes. Et c'est un sujet qui, et on finit sur cette première question avec vous, Thibault Langsat, qui revient dans l'actualité pour le coup. Alors vous nous dites qu'effectivement il y a eu la crise des Gilets jaunes, la grève vis-à-vis des retraites, la crise sanitaire dont on n'est pas encore fini d'un point de vue sanitaire, mais on envisage pour le coup assez clairement la réouverture économique, même si elle ne se fait pas encore à des vitesses similaires dans tous les secteurs d'activité. Mais aujourd'hui il y a le sujet de la reprise, du retour à des niveaux d'avant-pandémie au premier trimestre 2022, et l'épargne salariale fait partie des moyens de financement de l'économie. On voit que des PER maintenant peuvent être investis en économie réelle. Donc là, pour le coup, ça redevient un vrai sujet, l'épargne salariale. Ça redevient un vrai sujet. D'abord, vous voyez bien le sujet d'actualité qui est la revalorisation des salaires. Donc l'épargne salariale, au travers des mécanismes d'intéressement et de participation, participe à un meilleur partage de la valeur. Donc ce sont des sujets qui, au moment où l'économie reprend de façon dynamique, dans une grande majorité des secteurs, il y a encore des secteurs qui sont fortement pénalisés, ce sujet revient. Et puis, évidemment, il y a le sujet de l'épargne salariale qui permet de financer également l'économie. Donc, on est au cœur d'un dispositif qui permet aux salariés de pouvoir finalement partager le fruit de son travail, mais aussi de participer à la vie économique, soit de son entreprise, ce qui peut être le cas, soit de façon plus globale au financement de l'économie. Alors François Perret, je me suis amusé en introduction à citer des acronymes, des noms comme ça, intéressement, participation, PEE, plan épargne entreprise, PEI, plan épargne interentreprise, et après évidemment PER ou autre. En fait, pour bien comprendre, la hiérarchie n'est pas la même. D'abord, il y a intéressement et participation, c'est ce qui est versé par l'entreprise. Et ensuite, il y a le choix qu'on décide de faire de ces sommes versées. Et là, on va décider de les intégrer dans un PE, PEI ou autre. Rapidement, est-ce qu'on peut rappeler un petit peu ces définitions? Intéressement, participation, concrètement, qu'est-ce que c'est pour une entreprise et pour le salarié? C'est important, évidemment, d'éviter la confusion. On se rend compte quand même qu'il y a encore beaucoup de méconnaissances, en effet, sur le sujet. Donc, beaucoup de pédagogie à faire. La bonne nouvelle, quand même, c'est qu'une enquête Epsen d'avant-hier montre qu'il y a quand même 84% des travailleurs français qui disent savoir ce qu'est l'épargne salariale. Bon, en réalité, quand on rentre un peu dans le détail, plus exactement, c'est mais plus voilà. compliqué. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la philosophie générale, c'est effectivement l'association des salariés aux résultats de l'entreprise. Après, si on rentre dans le détail, c'est vrai que la participation, qui est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés, correspond à la redistribution des bénéfices. Donc ça veut dire que la participation est assise sur une logique de résultat financier. Alors, je précise, excusez-moi, il y a un chiffre d'affaires, c'est donc ce que l'entreprise vend.
Ensuite, on enlève les charges, les salaires, les impôts. On se retrouve avec des bénéfices, donc un surplus de cash par rapport à l'activité de l'entreprise. Et là, l'idée, c'est d'en redistribuer une partie aux salariés. C'est ça. On considère que les salariés sont évidemment des contributeurs directs du résultat de l'entreprise et que donc, au-delà de ce qu'on remet dans l'entreprise, au-delà de ce qu'on réinvestit, au-delà de ce qu'on met du côté des actionnaires, les salariés doivent effectivement être récompensés aussi pour leur contribution au résultat de l'entreprise. Donc ça, c'est une logique extrêmement importante, mais assise sur une dimension exclusivement financière. L'intéressement a un périmètre beaucoup plus vaste, puisqu'il vous est possible effectivement d'intéresser, c'est le cas de le dire, les salariés à une logique de résultat stratégique, une logique de résultat social, une logique de résultat environnemental. C'est-à-dire que l'idée de l'intéressement, c'est que vous pouvez définir avec vos salariés des indicateurs, les suivre dans le temps, et si effectivement les résultats sont obtenus, eh bien effectivement vous pouvez là aussi redistribuer une certaine somme d'argent, sachant que vous l'avez bien dit en introduction, soit il y a la possibilité de versement direct, et donc là à ce moment-là on peut dire que l'intéressement et la participation sont un facteur de stimulation du pouvoir d'achat. Donc ça veut dire qu'on me verse 100, je récupère 100 directement sur mon bulletin de salaire à une date donnée, Absolument. 100 supplémentaires par rapport à mon salaire. Absolument. Et vous avez une autre possibilité qui est effectivement de placer cette somme sur un plan d'épargne entreprise ou un plan d'épargne inter-entreprise. Et là, en revanche, vous devez effectivement laisser cette somme pendant un certain nombre d'années pour ne pas être pénalisé, sachant que le législateur a prévu quand même un certain nombre de cas qui justifient d'aller taper directement dans le plan pour pouvoir effectivement utiliser cet argent parce que, par exemple, on a prévu de faire des travaux, parce que, par exemple, on a un incident de vie, achat de résidence principale. Les grands moments de vie, finalement, qu'on retrouve effectivement dans l'épargne de manière classique et quand on a son épargne bloquée. Ça, c'est PEE ou PEI, c'est ça, donc plan épargne entreprise ou plan épargne inter-entreprise. Mais il va où concrètement cet argent, du coup ? Alors après, effectivement, comme le rappelait tout à l'heure Thibault, effectivement, cette épargne contribue à financer l'économie française. Alors on sait que les Français sont quand même à la fois des amateurs d'épargne et des amateurs d'épargne de produits réglementés. Donc il y a une grosse partie effectivement de cette épargne qui va effectivement alimenter les fonds d'assurance vie, les différents types d'épargne qui sont bien connus des Français qui ont quand même une certaine aversion au risque. Et il y a évidemment la possibilité, et c'est ça qui est aussi de plus en plus encouragé par les législateurs, de s'orienter aussi vers une épargne un petit peu plus risquée qui va financer les entreprises de toute taille, y compris les PME, les start-up. Alors ça, c'est pour l'épargne salariale, donc du coup, donc dans un PE ou PEI. Et le PER, du coup, si je veux financer ma retraite, c'est le même fonctionnement, simplement c'est une troisième possibilité ? Oui, alors c'est vrai que la loi Pacte, effectivement, a distingué entre effectivement les plans d'épargne retraite, les plans d'épargne salariaux. Il faut bien comprendre que finalement, la logique dans les deux cas, c'est de préparer son avenir personnel. On voit bien quand même en plein débat sur les retraites que il faut quand même y préparer les Français. La répartition, le système de répartition ne suffira pas. Ils sont aussi conscients de ce que c'est que l'épargne salariale aujourd'hui. C'est parce qu'on parle de retraite depuis plusieurs années et qu'on commence à prendre conscience qu'il va falloir la financer en partie nous-mêmes. Mais il faut bien comprendre aussi que l'épargne salariale, elle répond aussi à d'autres objectifs. Préparer son avenir, c'est une chose. Fédérer les équipes autour d'un projet, je crois que c'est extrêmement important. Et puis enfin, on a aujourd'hui, si on insiste sur les motivations de l'épargne salariale, on a les difficultés de recrutement que connaissent les PME dans un certain nombre de filières. Dans ce contexte-là, si vous mettez en place un dispositif d'épargne salariale, vous avez là un instrument de différenciation que n'affichent pas forcément toutes les entreprises, et vous pouvez faire valoir cela auprès de futurs salariés et fidéliser vos talents. Alors, pour bien comprendre, ça c'est côté entreprise, mais côté particulier, quel intérêt j'ai, moi, si on me verse 100 € de plus sur mon bulletin de salaire, à investir ça dans un PE ou PEI ? Peut-être. En fait, il faut bien comprendre deux choses. D'abord, l'intéressement, c'est du salaire. Bien sûr. Philosophiquement, c'est du salaire. Ce sont des objectifs que fixent les entreprises. Et à partir de ce moment-là, si ces objectifs sont atteints, c'est du salaire. Même si c'est défiscalisé et les contributions patronales et sociales sont neutralisées à partir du moment où il est positionné. Rien ne vous empêche de le toucher directement si vous ne voulez pas. En revanche, ce sera soumis à la fiscalité de l'impôt sur le revenu, comme un salaire. La participation, philosophiquement,
c'est un dividende salarié. C'est vraiment le partage de la valeur. Alors je vais rappeler la formule barbare de la participation qui permet de calculer le montant. C'est le bénéfice net comptable, moins 5% des capitaux propres, fois 1,5, multiplié par la masse salariale divisé par la valeur ajoutée. Alors là, effectivement, on a perdu tout le monde. Voilà, c'est bon. On peut recommencer. Si je veux simplifier, mais c'est pas tout à fait exact, c'est un pourcentage du résultat net comptable. Mais ça veut dire qu'une fois qu'on a payé les salaires, une fois qu'on a payé les amortissements, une fois qu'on a payé, on va dire, les impôts, c'est ce que le chef d'entreprise peut se prendre en dividende. Il y a une partie qui va donner. Pour les salariés. Et ça, c'est vraiment du partage de la valeur. Bien sûr. C'est la création de valeur. Bon. Et ça répond au même mécanisme. Soit vous le mettez sur votre plan d'épargne et à partir de ce moment-là, c'est bloqué pendant 5 ans avec des aléas de la vie qui vous permettent de le débloquer. Mais alors, elle est là, ma question, c'est donc du coup là, en fait, on communique sur cette contrainte qui est mon épargne est bloquée. Mais quel est l'avantage que moi, du coup, j'ai au lieu de toucher mes 100 euros, les bloquer sur un plan? L'avantage, c'est que si vous le bloquez, c'est qu'il y a une rémunération qui est derrière. L'avantage, si vous le bloquez, c'est que d'abord, elle n'est pas fiscalisée. D'accord. Ah, donc elle est défiscalisée. Elle n'est pas défiscalisée, elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu, et puis elle n'est pas soumise aux contributions patronales et sociales liées à un salaire. Donc 100 égale 100. À partir de ce moment-là, vous le positionnez sur un PERCO, un PEI, un FCPI, et à partir de ce moment-là, vous prenez un risque d'épargnant. D'accord. Alors vous avez des paniers qui sont plus ou moins risqués, qui vous permettent de pouvoir espérer une progression. Et donc ce sont des épargnes longues, c'est la raison pour laquelle c'est bloqué 5 ans, qui permet après aux compagnies d'assurance, aux banques, de pouvoir investir dans des PME dont on sait que les cycles sont beaucoup plus longs. Il peut y avoir des paniers de valeurs mobilières sur valeur courte et qui vous permet de faire en sorte que cette épargne puisse progresser de façon assez sécurisée, mais qui n'est pas soumis à la pression fiscale ou aux contributions sociales et patronales. Donc c'est vertueux parce que vous mettez en quelque sorte un capital dont vous espérez le faire progresser. Ça, c'est aux organismes financiers de le faire. Et puis, bien évidemment, ils participent au financement de l'économie. C'est ça. Là, on parle du dispositif, effectivement. Donc après, ça ne veut pas dire que si je mets 100, on peut s'engager sur un montant futur, mais on va l'investir sur des produits, donc assurance vie, fonds ou autres. Dans les grands groupes, c'est assez simple, François Perret, on a des partenaires sociaux identifiés, on discute avec eux, on met en place ces systèmes. Dans les petites et moyennes entreprises, là on imagine que c'est beaucoup plus complexe. Alors il y a une loi en début d'année qui est la loi ASAP qui a voulu effectivement, alors on ne va pas revenir sur le détail parce que là on risque de perdre pas mal de monde, mais effectivement qui a voulu simplifier encore la mise en place de ces dispositifs et notamment la discussion entre les chefs d'entreprise, enfin les dirigeants et les partenaires sociaux. Concrètement, comment est-ce qu'on peut faire si on veut mettre ça en place aujourd'hui ? Alors, c'est vrai que d'abord, c'est une question importante parce que c'est vrai qu'en premier lieu, les gens pensent que cette affaire d'épargne salariale, ça concerne surtout les grands groupes et les ETI. Alors, c'est encore très vrai dans les chiffres, puisqu'il y a 86% des entreprises de plus de 1000 salariés qui sont couvertes par un accord d'intéressement ou de participation, alors qu'il y a à peu près 13% des entreprises de moins de 10 salariés. Alors, en effet, il faut savoir que l'épargne salariale alimente très fortement le dialogue social. C'est évidemment un outil privilégié du dialogue social. En revanche, c'est vrai que la question pourrait se poser de savoir ce qui peut se passer en cas d'échec du dialogue social. Effectivement, le législateur... On envisage un échec de dialogue alors que justement on parle de redistribution de bénéfices. Ça peut paraître extrêmement paradoxal, mais je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'il y a quand même dans ce pays aussi des forces sociales qui se méfient aussi des effets de substitution présumés entre le salaire et l'épargne salariale. Certains pensent que si j'augmente l'épargne salariale, c'est peut-être parce que je ne vais pas augmenter les salaires de l'autre côté. Voilà. Quant à la défiscalisation, elle est également perçue parfois comme un moyen de détournement du financement de la sécurité sociale. Donc, et sur ces deux sujets-là, du coup, vous montrez plutôt rassurant nous, notre réponse, elle est quand même extrêmement claire. En fait, les effets de substitution entre le salaire et l'épargne salariale jouent à la marge. Je vous donne pour preuve le fait que c'est environ 2660 € qui sont distribués sous forme d'épargne salariale en moyenne pour les 9 millions de Français qui en touchent. Cela veut dire que ça représente plus qu'un 13e mois, donc c'est extrêmement important. Et le législateur, pour répondre à votre question précisément, effectivement prévu, et un décret du 27 août est donc sorti, pour expliquer qu'effectivement, en cas d'échec de la négociation avec le délégué syndical
ou avec le comité social et économique, il est possible de prendre pour l'employeur ce qu'on appelle une décision unilatérale, c'est-à-dire d'aller vers effectivement un dispositif d'épargne salariale. On a un peu cette vision-là aussi de notre côté, qui est de dire que en quoi les salariés prendraient véritablement un risque de toucher plus d'argent. On pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup François Perret, directeur général de Pacte PME, et Thibault Langsade, président directeur général de Jouvre. Je rappelle que vous êtes venu sur ce plateau en tant qu'ambassadeur à l'intéressement et à la participation. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. Rebonjour et bienvenue dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie en partenariat avec Club Patrimoine, où nous recevons les professionnels de la gestion de patrimoine afin de comprendre leurs enjeux mais aussi les évolutions du secteur. Et nous avons d'ailleurs été rejoints comme tous les jours pour cette deuxième partie par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et au sommaire aujourd'hui de cette deuxième partie de Smart Patrimoine, le club macro comme tous les jours bien sûr. Et notre invité sera Charles Becbédé, président d'Audacia. Comment investir dans les technologies quantiques? On en parle avec lui dans un instant. Et ensuite, dans le Club Action, nous ferons un focus sur la stratégie Value Add en investissement immobilier, ajout de valeur en transcription littérale. On verra ce que ça veut dire dans une stratégie d'investissement immobilier avec Arnaud Claouet, Head of Asset Management chez Autrice Investment Management. Et restez avec nous jusqu'à la fin dans le Club Expert. Aujourd'hui, Stéphane Dekelen, expert en distribution de produits financiers. Nous parlerons avec lui justement des nouveaux modes de consommation des produits financiers. On se retrouve tout de suite donc dans le Club Macro. Merci d'être avec nous. C'est le Club Macro. Notre invité aujourd'hui est Charles Becbédé, président d'Audacia. Bonjour Charles Becbédé. Bonjour, merci de m'avoir invité. Vous allez bien? Très bien. Alors, la France vient de lancer le plan quantique, donc cette année, 1,8 milliard d'euros de budget. Mais vous étiez déjà lancé justement sur les technologies quantiques, puisque vous avez lancé en 2018 le fonds Quantonation, et vous étiez, c'est le premier placement de ce genre. Mais est-ce qu'on peut rappeler avec vous, Charles, ce que sont les technologies quantiques pour commencer? Alors d'abord, Audacia, peut-être juste un micro-mot, c'est une maison entrepreneuriale de private equity. Donc complètement. On essaye de lancer des fonds dans des thématiques originales où on estime qu'il y a un déficit d'offres pour les épargnants, pour les entrepreneurs. Et donc, en effet, ce fonds Quantonation dédié aux technologies quantiques, c'est le premier en Europe, voire dans le monde. On en a eu l'idée dès 2016, au moment où Thierry Breton a mobilisé un peu l'écosystème autour du fait que le quantique sortait des laboratoires fondamentaux et allait vers les applications industrielles. Et donc, on l'a lancé en 2018. Aujourd'hui, c'est près de 35 millions qui ont été levés déjà dans le fonds. C'est un fonds professionnel et on vise 60-65 millions d'ici la fin de l'année. C'est quoi les enjeux de la technologie quantique? Parce que Laura l'a rappelé, du coup, il y a un plan quantique en France. Il y a une guéguerre aux États-Unis entre IBM et Google pour savoir qui aura le premier ordinateur. On parle de suprématie quantique. Oui, alors d'abord, peut-être, qu'est-ce que c'est que les technologies quantiques en deux mots? Si vous pouvez revenir là-dessus, ce serait pas mal quand même. Donc, d'abord, ce qui se passe, c'est que donc, les grands physiciens des années 30, 1930, Einstein, Schrödinger, etc., ont compris finalement comment fonctionnait la matière. Enfin, on ne devrait même pas dire matière, mais les objets de ce monde. Et ça a donné lieu à toute une série d'applications. C'était la première révolution quantique. Ça a été le transistor, le laser, les circuits intégrés. Donc c'est toute notre électronique moderne. C'est nos smartphones. C'est déjà fondé sur la première révolution quantique. Tout est quantique, en fait, dans notre électronique. C'est bien de le rappeler parce qu'effectivement, tout de suite, ça fait peur quand on parle de quantique. Voilà. Et ça fascine. Après, les laboratoires ont continué à travailler sur le sujet. Les progrès dans les lasers, dans les puissances de calcul, dans les matériaux supraconducteurs, ont permis ensuite d'aller plus loin et de manipuler des objets quantiques individuels, c'est-à-dire des atomes uniques, des photons uniques. Et là, on a pu exploiter d'autres propriétés de la matière, qui avaient été annoncées d'ailleurs toujours par ces grands physiciens des années 30, on leur doit beaucoup, mais qui n'étaient pas possibles techniquement. Et ça donne la seconde révolution quantique. Et là, il y a toute une série d'autres applications dans le domaine des capteurs, de la métrologie, de la communication, des réseaux et bien sûr de l'ordinateur quantique. Et donc,
ça va tellement changer nos industries et nos vies Mais alors, pour le néophyte, c'est quoi? C'est que plus les de pouvoirs précision publics se mobilisent tous. Et donc, et heureusement, la France, l'Europe, l'Europe dès 2016 pour la recherche, et la France, en début d'année, 1,8 milliard, en effet, annoncé par le président Macron, pour accélérer la recherche, mais aussi l'écosystème de start-up pour le et la néophyte, formation. celui qui n'y comprend rien, ça va changer quoi? Parce que c'est des puissances de calcul beaucoup plus grandes, c'est parce que c'est beaucoup plus de précision météorologique dans l'exemple que vous donnez? Alors, en effet, il y a des applications à court terme, à moyen terme, long terme. Donc, à court terme, c'est par exemple ces objets quantiques individuels. Ils sont très sensibles à l'environnement, mais donc ça en fait de formidables capteurs de grandeur physique. Donc, Qui n'existent pas aujourd'hui. Mais on va gagner plusieurs sortes de grandeur. D'accord. Donc, par exemple, on peut mesurer des champs magnétiques très faibles. Donc, on peut faire des IRM, on peut faire des microscopes quantiques beaucoup plus précis qu'aujourd'hui. On peut faire des radars quantiques, des gyroscopes pour mesurer les accélérations pour nos avions de chasse ou nos sous-marins nucléaires. Donc, il y a énormément d'applications dans la mesure de grandeur physique. Ça, c'est à court terme, c'est tout de suite. Il y a déjà des start-up qui existent, qui font du chiffre d'affaires, voire des profits dans ce domaine. Thales est très impliqué là-dessus aussi. Après, il va y avoir la communication, la cybersécurité. Comment sécuriser des échanges d'informations en utilisant donc l'intrication, donc cette propriété dont je parlais tout à l'heure, et sécuriser parfaitement un échange d'informations avec des clés totalement inviolables fondées sur une loi fondamentale de la nature. Et là, il y a des projets d'internet quantique, de réseaux européens quantiques, et les pouvoirs publics européens, nationaux, investissent beaucoup là-dessus. Bon, évidemment, les Chinois et les Américains aussi. Et puis, à plus long terme, c'est l'ordinateur quantique. Ce sont des processeurs extrêmement puissants, puisque massivement parallèles, et qui vont permettre de réaliser des calculs, des optimisations ou des modélisations qu'on ne sait pas faire avec les ordinateurs classiques, parce que ça diverge tout de suite, tellement les problèmes sont complexes. Oui, parce que Google avait l'ordinateur le plus puissant, je crois, jusqu'à récemment, parce qu'ils ont été dépassés, je crois, par la Chine. Oui, c'était la polémique sur la suprématie quantique. Mais en fait, alors c'est vrai, ils ont fait cette publication, les Chinois aussi, sur un problème de recherche fondamentale qui, franchement, n'a pas d'application concrète. Donc, c'est intéressant, mais ce n'est qu'une première étape. Tout le monde attend le moment où les ordinateurs quantiques, et ça progresse très vite. Et nous, d'ailleurs, on est actionnaire de Pascal, qui est une des sociétés d'ordinateurs quantiques les plus avancées au monde, avec une technologie basée sur les atomes froids. Et donc, tout le monde attend le moment où ces ordinateurs, ces machines, vont permettre de réaliser des optimisations et des simulations qui vont servir à quelque chose. Donc, pour la finance, pour l'industrie, pour inventer de nouvelles molécules, pour la chimie, pour la pharmacie. Et ça, c'est à l'horizon, je ne veux pas survendre, mais disons déjà dans 2 ans, nous, chez Pascal, je dis nous parce qu'on en est très fiers, on a co-créé l'entreprise, eh bien, c'est 1000 qubits dans 2 ans. Donc, c'est énorme, alors que Google n'a que 53 qubits, excusez-moi. Donc, soyons fiers de ce que nous faisons en France. Oui. Mais là, c'est une des participations dont vous parlez. Il y a quoi d'autre comme type de participation? Ce sont des start-up, hein? Alors, parce que c'est du capital innovation. C'est des spin-offs de laboratoires. Donc, Pascal, ça vient de l'Institut Optique. Il y a également Qubit Pharma. Donc, on a donc 13 start-up, un quart en Amérique du Nord et le reste en Europe, 40% en France. Et donc, alors il y en a dans le quantum computing, donc l'ordinateur quantique, mais il y en a beaucoup aussi dans les capteurs et dans la communication, la sécurisation de nos réseaux. Et donc, on est sur là, aujourd'hui, quand on veut investir en technologie quantique, on investit dans la recherche. On n'est pas encore Non, justement. Pas que. Alors, théoriquement, il ne faut pas investir quand on crée une start-up. La recherche doit avoir été faite. D'accord. Oui. Après, on peut faire encore un petit peu de R&D, bien sûr, mais de façon marginale. On va transformer la science qui a été faite pendant 20 ans auparavant en application commerciale, industrielle. Et c'est là que ça vaut la peine de créer une start-up. C'est là que nous les rencontrons, donc les scientifiques, lorsqu'ils se posent cette question, est-ce que c'est le bon moment ou pas ? Et on leur dit soit de patienter un peu, soit OK, c'est bon, il faut y aller. Et on va les aider, on va co-créer l'entreprise avec eux, on va les seeder, et puis on va les accompagner dans les stades ultérieurs. Et donc, en série A. Donc, on a investi déjà plus de 12 millions d'euros. 4 de nos startups ont déjà fait une série A, et 3 autres vont les faire d'ici la fin de l'année. Et du coup, vous avez déjà vendu des participations On en a vendu une au Canada, qui a fait l'objet d'une offre de rachat déjà d'un grand groupe, en faisant 2 fois la mise. C'est bien, mais on vise plus que ça. Il nous faut plus de temps. Là, c'était
Ça s'est fait en un an entre le moment de l'investissement et la cession, c'est un peu rapide. Bon, et le fait qu'Emmanuel Macron ait annoncé ce plan quantique, du coup, vous voyez ça comment ça va c'est porteur pour le secteur. Bien sûr, c'est très porteur. Ça confirme que ce message venant du plus haut niveau de l'État dise oui, il faut. La France d'abord a de nombreux atouts dans le quantique. Et notamment un fonds, le premier fonds européen dans le domaine, c'est très bien. Et ça pousse tous les acteurs à se mobiliser. La France n'a peut-être pas gagné la grande guerre du numérique et des hautes technologies, mais celle-ci n'est pas finie. En tout cas, elle n'a pas gagné les premières batailles. Et là, il y a d'autres batailles à livrer et on a de nombreux atouts. Et on peut encore compter. Je crois qu'il faut raisonner bien sûr européen. Et les épargnants ont leur place. Cette deep tech est une opportunité pour l'Europe. Et les épargnants ont leur place du coup dans cette... Alors, maintenant, si on vient aux épargnants, bien sûr, alors c'est un fonds professionnel quand même, donc c'est pas pour tout le monde, donc c'est 100 000 euros minimum, mais donc nos apporteurs de capitaux sont des industriels, par exemple, on peut citer EDF, Thales et d'autres. Il y a des grands fonds, des institutionnels, mais aussi des family office, des entrepreneurs ayant réussi et qui mettent un ticket dans le fonds. On peut être aussi un particulier, un peu averti pour investir dans le fond, c'est possible. Final closing d'ici la fin de l'année, donc dépêchez-vous. C'est octobre, c'est pas ça? Oui, enfin fin octobre, on espère, mais bon, ça sera peut-être. Il y a toujours des retards, mais donc en tout cas d'ici la fin de l'année. Puis ensuite, on va préparer le second fonds, parce qu'il faut continuer, parce que ces entreprises vont devenir des licornes pour certaines d'entre elles, et il n'est pas question de les laisser uniquement à nos concurrents. Évidemment. Et donc nous aurons un cantonation 2 qui pourront accompagner ces très très belles startups lorsqu'elles seront devenues plus matures. Et là, c'est des tickets à 20 millions, donc il faut se préparer. Une dernière petite question, très vite, Charles. Du coup, dans vos équipes, parce qu'en interne, je pense que c'est important pour vraiment bien comprendre le discours, vous avez des physiciens ou... Oui, on a bien sûr un physicien, un des cofondateurs du fonds avec moi, Christophe Jursac, est docteur en physique quantique, donc ça a été évidemment moteur. C'est notre rencontre qui a permis l'existence de ce fonds cantonation, avec également le troisième partenaire qui est Olivier Tonneau, qui a bossé avec moi pendant des années et qui lui est plus un profil de deal maker, de financier. Merci beaucoup Charles d'avoir été avec nous pour parler de ce sujet fascinant. L'investissement immobilier Value Add, c'est tout de suite dans le Club Action. À présent, dans le Club Action, focus sur une stratégie particulière de l'investissement immobilier, la Value Add. Nous en parlons avec Arnaud Claouet, cofondateur de Autrice Investment Management. Bonjour Arnaud Claouet. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors, la Value Add, on va peut-être commencer par définir ce que c'est. C'est une stratégie qui se rapproche presque des stratégies de private equity. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'acteurs du private equity qui vont sur ce marché. En fait, on va chercher des biens immobiliers et l'idée, c'est de leur faire prendre de la valeur, c'est ça ? Oui, alors value add, ça veut dire valeur ajoutée. Il faut ramener un concept français. Voilà, c'est ça. Et bon, évidemment, un peu tous les investisseurs dans l'immobilier, il ne faut pas se le cacher, souhaitent la valeur ajoutée, souhaitent avoir de la valeur ajoutée, de la créer. D'ailleurs, objectivement, ils sont régulièrement confrontés à des opérations de revalorisation parce que leurs immeubles, dans leur cycle de vie, ont besoin d'être rénovés, reloués ou ainsi de suite. C'est vrai que quand on parle du secteur value add et des acteurs du value add, on parle d'une stratégie qui est un peu différente d'une stratégie patrimoniale. En patrimonial, vous allez chercher à protéger le patrimoine sur le long terme et vous allez réfléchir à long terme sur la valorisation de votre actif. En immobilier value add, là, on est vraiment sur des opérations acquisition, transformation, cession sur le court terme. Et on va chercher à maximiser la rentabilité des fonds propres. Donc on est en opposition par exemple avec ce qu'on appelle le core, où là on va aller sur des, entre guillemets, du safe, c'est ça? Et la grosse différence entre le value add et le core, c'est quoi? C'est cette notion de transformation de l'immeuble? Oui, alors oui, complètement. On va chercher à transformer l'immeuble. Alors c'est la partie noble, parce qu'il y a la partie financière évidemment, mais il y a la partie noble, c'est-à-dire qu'on va être quand même dans un acte de transformation. La démarche de départ est essentielle, c'est reprendre un actif et le repositionner pour le rendre désirable dans son marché, que ce soit locatif ou pour l'investissement. Donc il y a une démarche, déjà une prise de risque quand vous positionnez sur l'actif, qui est plus importante que quand vous allez acheter un actif. Donc le processus d'acquisition est assez différent. Il y a une question d'emplacement là du coup, parce que c'est vrai que quand on pense à actif core, est-ce qu'on ne pense pas aussi à l'emplacement au-delà de... Alors, en fait, ça peut se pratiquer sur absolument tout type de marché, en fait.
Vous pouvez le faire sur des localisations dites prime, sur des actifs de bureaux, de logement, de commerce, de logistique et d'activité. D'ailleurs, c'est notre cas. Oui. On peut le faire sur toute classe d'actifs. Après, vous avez des stratégies assez différentes. Typiquement, dans le logement, ce qui s'est fait, ce que les marchands de biens traditionnels en France ont toujours fait, c'est de l'achat en bloc, revente à la découpe. D'accord, ça c'est de la stratégie value-add pour le coup. Oui, c'est une opération marchand de biens. On revient sur des opérations qu'on voit également dans les entreprises. Effectivement, on rachète un groupe et ensuite on le revend à la découpe. Là, et en fait, on fait de la plus-value sur la revente de chaque appartement, c'est ça? Exactement, c'est-à-dire que là, vous avez pris un bien en bloc et vous l'avez repositionné sur des plus petites unités pour le recéder à des particuliers. Mais nous, par exemple, dans notre activité, l'activité, la logistique, on est complètement sur une problématique inverse. On va chercher de la prime de portefeuille. Donc, on va agglomérer un certain nombre d'actifs de petite dimension, généralement 5 millions d'euros, qu'on va fédérer au sein d'un portefeuille qu'on va vouloir homogène pour le céder à un investisseur institutionnel. C'est un autre type de stratégie. C'est ça. Parce que vous, ce que vous avez, ce sont des fonds professionnels, par exemple, comme un de vos derniers FPCI. Alors, celui-ci, c'est quoi? C'est entrepôt du dernier kilomètre? Je crois que c'est... alors, c'est quoi? C'est votre fonds Autrice Actilogue. Celui-ci, par exemple, pour juste que je comprenne bien historique, parce que le value add, historiquement, il est quand même financé principalement par les investisseurs institutionnels. Et donc, c'est pour les plus gros acteurs du value add dans l'immobilier, c'est pour ça que ça s'appelle value add et c'est un anglicisme, ce sont quand même les grands fonds anglo-saxons qui, eux, sont alimentés par les fonds de pension. Donc nous, on a travaillé jusqu'à présent avec Autrice, avec les investisseurs institutionnels. Et aujourd'hui, effectivement, on a un certain nombre de fonds qu'on peut proposer à des investisseurs privés, qui sont des fonds de private equity qu'on détourne. On utilise à des fins immobilières et qui nous permettent de proposer ça à des investisseurs, mais alors, c'est dit professionnels et avertis, c'est-à-dire des investisseurs qui peuvent investir au moins 100 000 euros. Et pourquoi pas sous forme de SCPI à la SCPI. Alors, Merci. typiquement, la SCPI ou l'OPCI pourra faire une opération de construction pour le détenir à long terme. Mais elle n'a pas le droit de faire une opération de marchand de biens. Une opération de marchand de biens, vous êtes encadré dans un achat-revente de 5 ans. Et ça, vous ne pouvez pas le faire dans le cadre des fonds dit long terme. Alors, je reviens sur la question de Laura, de l'emplacement. C'est-à-dire que quand on veut faire de la valeur ajoutée, ça veut dire que globalement, on va aller acheter quelque chose qui a moins de valeur qu'on estime qu'il pourrait en avoir, et qu'on va lui apporter cette valeur pour ensuite le revendre, ou en tout cas lui faire gagner en valeur. Vous les trouvez où, ces immeubles? C'est quoi? C'est des emplacements qui sont moins bons? C'est des immeubles qui sont mal entretenus? C'est comment est-ce déjà, dans le processus d'investissement, il faut être très constant, régulier, être en permanence sur le marché, et c'est sûr que la sélection et le sourcing, il est très important. Il est continu, et d'ailleurs, il faut être vraiment spécialiste sur un marché qui est le vôtre. Après, la sélection des actifs, elle se fait... Nous, on fait beaucoup de gestion de risque. C'est-à-dire que quand on va acheter un actif, on sait on doit monter un business plan dans lequel on doit gérer un certain nombre de risques locatifs, construction, voire même administratifs, quand on a un permis de construire à déposer. Donc, l'ensemble de ces risques, il faut qu'on les intègre dans notre business plan. Dans ce business plan, nous permet de construire le prix auquel on peut acheter le bien. D'accord. C'est à rebours. On a un réseau d'apporteurs d'affaires très important. C'est un métier de réseau. C'est un métier de réseau, mais est-ce que ça veut dire, par exemple, vous allez vous dire, telle ville en France ou telle ville ailleurs en Europe, les entreprises vont y venir dans 3-4 ans, donc on estime qu'on fait de la prospective et les entreprises vont y venir, ou parce que tel quartier va attirer du résidentiel, donc on s'y positionne avant tout le monde? Comment est-ce que vous sélectionnez du coup ces biens? Oui, il y a une analyse de marché qui est marché micro, c'est-à-dire que nous, ce sur quoi on s'appuie, c'est l'ensemble des actifs. On a des actifs répartis sur 75 zones d'activité en France. Donc on a une connaissance particulière de chacun des marchés. Donc on s'appuie beaucoup sur ça. Et évidemment, il faut avoir une approche opportuniste, c'est-à-dire que vous avez les oreilles ouvertes à toutes les opportunités. C'est les entrepôts, par exemple, parce que donc, vous achetez beaucoup d'entrepôts. Vous les achetez. Alors après, c'est surtout pour les revendre, pour les louer. Qu'est-ce qui vous rapporte le plus?
En fait, chaque cas est assez atypique. Hein. Vous avez des cas où vous allez chercher à faire des extensions. Nous, on travaille à plat sur les entrepôts. Alors, dans le futur, ce sera sans doute pas le cas. Hein. D'ailleurs, mais on peut faire des extensions, on peut faire de la division aussi de cellules, de la rénovation assez simple, relouer un local. Et même, ce qu'on a fait assez régulièrement, c'est du changement de destination. Donc, vous passez à un entrepôt, vous obtenez une CDAC et vous le transformez en commerce, s'il a une bonne visibilité, ainsi de suite. La régulation de plus en plus stricte sur les normes énergétiques, sur l'énergie, sur l'isolation, ça a un impact quand on fait de l'immobilier value-add ? Alors, en fait, jusqu'à présent, la valeur verte, elle était à peu près de 0 €. Mais là, on est vraiment à l'année zéro, justement, de la valeur verte. C'est-à-dire que sur les 5 prochaines années, 10 prochaines années, ça va être un élément fondamental parce qu'on a des fonds ISR. Donc ISR, ça veut dire qu'ils vont avoir des contraintes d'acheter des immeubles qui ne sont pas des passoires énergétiques. D'ailleurs, peut-être même qu'on ne pourra plus louer des immeubles qui sont des passoires énergétiques. Vous avez des fonds ISR, Arnaud ? Non, nous, on n'a pas de fonds ISR. Mais justement, on s'intègre là-dedans. C'est-à-dire qu'on va acheter un immeuble et qu'on va le repositionner. Aujourd'hui, on ne peut plus ne pas penser à la consommation énergétique. On est dans le décret tertiaire. De toute façon, l'ensemble du parc, on doit réduire de 40% sa consommation. Est-ce qu'un entrepôt se vend mieux qu'un immeuble classique, par exemple de bureau à Paris ? Alors, aujourd'hui, oui. D'accord. Dans les immeubles de bureau... Il y a eu une hésitation, mais finalement, c'était... Oui. En fait, aujourd'hui... Les secteurs évoluent assez différemment. Les bureaux à Paris continuent à se vendre. Les bureaux dans les communes de report ne se vendent pas. Hein. Le commerce se vend beaucoup moins bien. Hein. Les centres commerciaux sont devenus très peu liquides. Mais l'entrepôt résiste. Et du coup, dans ce contexte-là, si vous voulez... L'entrepôt, cette classe d'actifs qui était un peu délaissée des institutionnels, est devenu un peu un actif star. Un actif star actuellement dans l'immobilier. Merci beaucoup Arnaud Claouet de nous avoir détaillé du coup cette stratégie Value Add chez Otrice Investment Management. Je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Otrice Investment Management. Merci à vous également de nous avoir suivis et on se retrouve tout de suite dans le Club Expert. Merci de regarder le Club Expert. Notre invité aujourd'hui est Stéphane Dequelen, expert en distribution de produits financiers. Bonjour Stéphane. Bonjour, bienvenue. Merci. C'est vrai que les modes de consommation ont beaucoup évolué ces dernières années, mais surtout en ce moment, certainement aussi bien sûr à cause ou grâce à la crise, et aussi grâce aux plateformes numériques. Qu'est-ce que vous en pensez déjà, et est-ce que les habitudes ont tant changé en matière justement de produits financiers ? Alors effectivement, elles ont beaucoup changé. Déjà, dans un premier temps, il faut reconnaître que c'est rentré dans les habitudes que de gérer son argent au quotidien, les opérations simples, bancaires, etc. On le fait maintenant à distance, on n'a plus besoin de son conseiller. C'est vrai également pour les produits financiers, même si ce n'est pas encore tout à fait généralisé. De plus en plus de clients, notamment grâce à des plateformes assez spécialisées en assurance vie, en immobilier, en SCPI par exemple, permettent aux investisseurs finalement d'aller directement à la source pour chercher des produits financiers. Malgré tout, le rôle du conseiller en physique reste très important, notamment pour les opérations, on va dire, plus complexes. Et alors, du coup, le besoin de conseil est toujours présent aujourd'hui auprès des clients ou ça y est, on fait tout, on fait tout soi-même et on se renseigne soi-même ? Alors, c'est que les clients sont de plus en plus autonomes. Ça s'explique notamment, on peut le voir au travers du prisme du succès des banques en ligne. Aujourd'hui, vous avez 20% des Français qui sont clients de banques en ligne, ce qui est énorme. Oui, puis on peut même faire son prêt en ligne, enfin on peut tout faire en ligne. On peut tout faire, et vous avez 60% de ces 20% qui déclarent aujourd'hui que leur banque en ligne pourrait devenir leur banque principale. Donc il y a vraiment une adhésion nouvelle à ce type de fonctionnement. Quelle forme de conseil attendent-ils ? Alors, ils veulent de la réactivité.
C'est quelque chose de vraiment flagrant. C'est du conseil à la carte. L'époque où on doit faire appel à son conseiller pour n'importe quel type d'opération est complètement révolue. Le client, il apprécie la réactivité, d'avoir de l'accompagnement lorsqu'il en a besoin. Et il y a des outils de communication maintenant qui ont apparu, notamment, vous le disiez, à cause, pas grâce de la pandémie, qui font que maintenant vous communiquez à distance avec vos conseillers de manière très fluide et de plus en plus fréquente. Et on constate une très forte autonomie aujourd'hui, en tous les cas une autonomie de plus en plus importante des clients en France, notamment parce qu'ils ont accès à une masse d'informations sur Internet, grâce aux réseaux sociaux, et qui leur permet finalement de se faire une bonne idée de manière autonome. Donc en fait, on va chercher du conseil, mais sur des opérations un peu plus complexes, et on voit quand même que, par contre, on ne se déplace plus pour aller voir son conseiller. Vous dites qu'on le voit à distance, on l'appelle à distance. Oui, alors, finalement, il y a des clients qui sont de plus en plus éduqués. Je le disais, parce qu'ils ont accès à une masse d'informations. Et donc, ils ont finalement un rapport avec leur conseiller qui a évolué, qui a changé, et qui est différent d'avant, si vous voulez. Un client qui aujourd'hui a accès à l'information sur Internet et via les réseaux sociaux, de plus en plus, il arrive chez son conseiller avec... Il sait déjà ce qu'il veut. Il sait déjà ce qu'il veut. Mais par contre, c'est le rôle du conseiller de le dire, c'est pas forcément ça qu'il vous faut, mais le client, il arrive, il sait déjà ce qu'il veut. C'est exactement ça. Et c'est la difficulté d'ailleurs du métier de conseiller en gestion de patrimoine, de justement amener le client finalement vers quelque chose qui lui correspond mieux, plutôt que ce qu'il avait imaginé d'être intéressant pour lui au départ. Et ce qui est frappant aussi, c'est que le client aujourd'hui cherche dans ses investissements quelque chose qui fasse du sens. Et ça, c'est assez nouveau par rapport à avant, où le client finalement investissait dans des choses assez mainstream et assez communs finalement. Est-ce qu'on peut rappeler justement ce que ça veut dire pour l'épargnant, cette épargne qui a du sens, ou donner du sens à son épargne, c'est ce qu'on entend tout le temps? Oui, il y a deux mouvements de fonds assez récents. Le premier concerne les investissements solidaires ou investissements socialement responsables. Les clients aujourd'hui apprécient de pouvoir donner du sens à leur argent en fonction de leurs convictions personnelles. Et vous avez de plus en plus de produits qui apparaissent sur le marché aujourd'hui qui sont ISR. Et donc ça veut dire que finalement que pour le client, c'est une garantie que son produit qui a le label ISR ou fonds solidaire a la garantie que son placement respectera ces règles. Vous sentez que c'est très important pour eux? C'est de plus en plus important. Ce mouvement a été initié d'abord par les institutionnels, notamment aux États-Unis, et maintenant il devient de plus en plus important. Et vous avez de plus en plus de sociétés de gestion qui soit sont spécialisées dans l'ISR, soit ont labellisé leur gamme ISR. Et donc l'épargne qui a du sens, c'est forcément ISR ou... Non. Non, il y a d'autres manières aussi d'investir. Il y a un autre mouvement de fonds qui est plus récent, celui-là, c'est les actifs réels. Donc c'est un peu en lien avec ce qu'on a vu précédemment, les deux interventions. Les clients ont de plus en plus besoin que leur investissement fasse du sens, raconte une histoire, qu'ils comprennent. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez apparaître maintenant de plus de fonds en private equity, en infrastructure, ou des thématiques, par exemple, des thématiques sur green, le climat, enfin tout ça. Donc ces thématiques-là donnent une histoire à raconter pour les conseillers à leurs clients, et les clients apprécient de savoir où va leur argent de manière très concrète. Déplacer son épargne vers les fonds propres des PME, par exemple. Par exemple. Tout à fait. Très rapidement, quel impact de ces évolutions sur la distribution des produits financiers? Ça change beaucoup le secteur? Ça change la donne. On l'a vu, donc on en parlait tout à l'heure, sur notamment le succès des banques en ligne. Et ce mouvement va se poursuivre, notamment parce que les clients deviennent de plus en plus autonomes, on l'a vu, et les banques se désengagent de manière présentielle du territoire français, donc elles ferment des agences, donc le client a besoin finalement de digital. Les outils digitaux à marche forcée entre le conseiller et le client se développent, et on est au milieu du gué, ça va se poursuivre, c'est pas fini. Et puis ensuite, il y a une question qu'on peut se poser. Dans toutes les industries aujourd'hui, quasiment toutes les industries, vous avez une notion de marketplace qui s'est installée. Et Amazon, Le Bon Coin, Caradisiac, c'est vrai pour toutes les industries, l'automobile, les biens de consommation courante. Curieusement, sur la finance, il y a peu ou pas de choses de ce type aujourd'hui.
Et je serais étonné que le monde de la distribution financière n'évolue pas. Donc, à suivre dans les prochaines semaines, prochains mois, aux prochaines années. Merci beaucoup, Stéphane Dequelin, expert en distribution de produits financiers. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Smart Patrimoine. Et on se retrouve demain, donc toujours en co-animation avec Laura Olivier. Merci beaucoup. Au revoir.